Bienvenue dans Histoire et Mémoire. L'émission d'aujourd'hui sera consacrée à une figure qui a marqué la lutte de libération nationale et la lutte du peuple palestinien pour son indépendance. Il s'agit de Mohamed Boudia. Mohamed Boudia, journaliste, homme de théâtre, écrivain et militant anticolonialiste, a été assassiné le 28 juin 1973 à Paris par le Mossad et les complices du sionisme. Mohamed Boudia a consacré toute sa vie pour les causes justes, mais aussi pour la culture populaire. Après l'indépendance, il a eu justement à défendre cette culture lorsqu'il est nommé administrateur du Théâtre national algérien aux côtés de Mustafa Ketal. Sans plus tarder, je vous invite à rejoindre mes invités pour évoquer le parcours et l'œuvre de Mohamed Boudia. Jeudi 28 juin 1973, rue des Fossés Saint-Bernard à Paris, Mohamed Boudia est assassiné par les services sionistes ayant bénéficié de la complicité de certains services français. La preuve en est que les enquêtes menées sur ce crime n'ont jamais dépassé le stade de recherche de pure forme. Militant responsable de la Fédération de France du Front de Libération Nationale pendant la guerre de libération, ardent partisan de la cause palestinienne, Mohamed Boudia a vu le jour le 24 février 1932 à Alger, dans le quartier de Soustara, où il passera toute son enfance. Comme beaucoup d'enfants, il prend conscience du fait colonial dans sa Casbah natale, qui apparaît alors, nous disent les historiens, comme le paroxysme de l'antagonisme colonial. Boudia, qui quitte l'école après le certificat d'études primaires, sera confronté à l'injustice des colons. Il est envoyé au centre d'observation de Bir Khadem, prison pour mineurs. À sa sortie, il sera initié par Mustafa Gribi au théâtre avant son départ en France en 1950. Ses écrits sont indissociables de son combat pour l'indépendance de l'Algérie et de son action en faveur de la cause palestinienne, combat d'un homme totalement engagé. Il a milité au sein de l'organisation spéciale du Front de Libération Nationale en France et le 25 août 1958, il participe au sabotage des dépôts d'essence de Mourpiane qui marque l'ouverture du second front de lutte de libération sur le sol même du colonisateur. Arrêté, il est emprisonné et il poursuivra la lutte au sein même de la prison à travers le théâtre jusqu'à son évasion en 1961 et son départ à Tunis où il rejoint les membres de la troupe artistique du Front de Libération Nationale. Après l'indépendance, il sera administrateur du Théâtre national algérien avant de s'engager aux côtés de ses frères palestiniens qui luttent contre le colonialisme sioniste. Mohamed Boudia nous dit son ami et son éditeur Niels Anderson, c'est indissociable du militant. Attachant et passionné, l'écrivain, l'homme de théâtre, parle de l'Algérie indépendante et ses gestes expliquent le théâtre qu'il faudra inventer pour ce peuple chez qui l'oralité est essentielle. La cause de l'Algérie, de son peuple, était la sienne. Celle de la Palestine, des peuples opprimés, était devenue aussi la sienne. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous dans Histoire et Mémoire. Nous commémorons ce 28 juin l'assassinat par le Mossad et ses complices des services français, l'assassinat de Mohamed Boudia,
Mohamed Boudia a été assassiné le 28 juin 1973. Pour évoquer quelques aspects du parcours et de l'œuvre de ce grand militant anticolonialiste, j'ai le plaisir de recevoir dans cette émission M. Mohamed Karim Aswan, qui a consacré une thèse et qui a écrit 3 livres sur le parcours de Mohamed Boudia. J'ai le plaisir de recevoir à partir des Pyrénées, au sud-ouest de la France, le compagnon et le premier éditeur de Mohamed Boudia, j'ai nommé le militant, l'ami de l'Algérie, Niels Anderson. Monsieur Niels Anderson, bienvenue dans Histoire et Mémoire. Merci d'avoir répondu à notre invitation. J'aimerais commencer l'émission avec vous. Je sais que vous avez eu donc à connaître Mohamed Boudia en 1961, juste après son évasion. Donc Boudia s'est évasé en 1961, après effectivement avoir participé comme membre de l'OS à l'attentat de Mourpiane, l'opération de Mourpiane, qui a été l'opération la plus réussie du second front par le FLN lors de la guerre d'Algérie. Et avec ses co-détenus, ils ont montré un grand courage lors du procès où plusieurs d'entre eux ont été condamnés à mort. Donc ensuite, Boudia a été transféré puis dans une autre prison d'où il a pu s'évader. Et là, c'est là que je l'ai connu, c'est là que je l'ai rencontré après son évasion, parce que alors qu'il était encore en prison, on m'avait transmis son manuscrit, donc de ces 2 pièces de théâtre, Naissance et l'Olivier, pour si je voulais bien les éditer. Et naturellement, j'ai tout de suite dit oui à l'édition. Et donc, quand Mohamed s'est évadé, et il est passé par la Belgique après son édition, mais de la Belgique, il est venu en Suisse, où pour la première fois, on s'est rencontrés et on a pu échanger. Et j'ai pu découvrir ce que j'ai toujours appelé cette boule de vie qui était Mohamed Boudia. Et vous avez compris tout de suite son objectif à travers ses premiers manuscrits, parce que j'ai lu les hommages que vous lui avez consacrés à travers donc, la presse, cette volonté de faire de la culture populaire une cheville ouvrière de la lutte contre l'impérialisme. Oui, Boudia était militant dans l'âme. Enfin, il a été avec le FLN pour la indépendance d'Algérie, il a été ensuite pour la cause algérienne, la cause palestinienne, et toujours Boudia était quelqu'un d'entier pour sa cause, que ce soit la cause du théâtre, la cause de la culture, ou que ce soit la cause de l'indépendance de l'Algérie et de la Palestine. Et donc, ces textes expriment cette force, cette volonté, cette détermination à ce qu'un peuple, le sien, aille à l'indépendance. Et il y avait aussi, pour lui, le théâtre avait 2 aspects. Il y avait le texte, bien sûr, qui était un texte qui devait être militant, d'appeler à la révolution, qui devait être un texte qui, lorsque le spectateur s'assied, il se pose des questions, il soit passionné, mais aussi un texte où pour lui, le spectateur avait une très grande importance. Une très très grande importance. Je me souviens quand il me parlait, après, quand il était plus tard à la télévision du Théâtre national populaire algérien, il avait fait jouer des pièces Molière, et il m'a dit ce qui était formidable, c'était de voir le public dans la salle qui interpellait les acteurs, qui se levaient, qui étaient passionnés par ce qu'ils voyaient. Donc, à la fois le théâtre populaire, à la fois le théâtre politique. C'était les deux passions de Mohamed Boudia. Restez avec nous, Monsieur Niels Anderson, Mohamed Karim Aswan. L'engagement de Mohamed Boudia ne peut être compris, ne peut être envisagé sans le retour à ce quartier populaire où il a vu le jour, donc la Casbah, et plus exactement le quartier de Soustara à Alger. Au quartier de Soustara, son engagement, il faut peut-être le situer tout à fait au début, à l'âge de
15 ans, 14 ans, il a fait partie aussi des scouts musulmans Oui. de Bebloued, de la Casbah plutôt. Donc, c'est une grande école de formation, justement, du militantisme national, ainsi que son frère aussi, Omar. Donc, à partir de là, nous pourrons dire que la graine militante, la graine patriotique, la graine révolutionnaire a été semée à partir donc, de cette grande école qui est le scoutisme musulman. Et donc, c'était dans ce quartier où il a découvert le fait colonial, parce qu'il sera victime des colons. Il sera jeté dans une prison pour mineurs à l'âge de 15 ans. À l'âge de 14 ans, il a été annoncé oui. même par le journal colonialiste L'Écho d'Alger, avec une brève nouvelle. Il a été attrapé avec un autre jeune, dont j'ai oublié le nom, mais il est mentionné dans cet article. Et il est passé par la justice coloniale des mineurs et il a été incarcéré pour quelques mois dans une prison. Et là, on ne peut qu'apprendre aussi à haïr la colonisation et les pratiques coloniales. Voilà. C'était pour un semblant de vol. C'est une expérience qui va le servir plus tard dans sa carrière de militant anticolonialiste. Oui, Ce oui, passage oui. par la... Oui, n'oublions pas qu'aussi que dans cette enfance, peu de choses ont été dites d'ailleurs, quelques bribes. J'espère que ce n'est pas de l'anecdote, puisque nous parlons d'un grand militant révolutionnaire internationaliste carrément. Et je suis honoré d'être en prison aussi, en présence avec un grand militant des causes internationalistes, donc il ne faudrait pas tomber dans les anecdotes. C'était aussi un vendeur de journaux, oui. Boudia, et de temps en temps, il était sur un trottoir, les pieds nus, etc. Il lisait un petit peu les nouvelles et ainsi de suite. Donc toute cette pratique, toute cette réalité vécue... Et il sera initié également au théâtre dès son jeune âge par Mustafa Gribi, donc à sa sortie d'ailleurs de prison, à 15 ans. À sa sortie de prison, donc il sera auprès du CREAD, j'en suis pas très sûr. Oui. Le CREAD qui était animé par un couple de militants, disons, humanistes, social français. Et Moussa Gribi va jouer un rôle important, puisque Moussa Gribi aussi, il faudrait un jour en parler, c'est une grande figure aussi du théâtre national. Il travaillait, certes, dans la troupe théâtrale de Radio Alger de l'époque, mais aussi c'était quelqu'un qui a été le premier à regrouper des jeunes Algériens, des jeunes capacités autour justement de l'art dramatique et de l'activité artistique. Monsieur Niels Anderson, vous évoquez dans vos écrits consacrés à Boudia donc sa perspicacité et puis le rôle de son contact avec les militants anticolonialistes, notamment les militants vous-même et le réseau Curiel notamment. C'est ça. Je voudrais juste dire aussi une chose, combien j'étais d'accord avec ce qui était dit précédemment. J'étais toujours dit que Boudia était un enfant de la Casbah. Oui. Je crois dans son comportement, de penser, il était un enfant de la Casbah. Effectivement, comme militant, il a été, et ça aussi c'est très important, animé par l'internationalisme en même temps, et bien sûr, par exemple, son manuscrit. Son manuscrit, je l'ai reçu. Il était encore en prison quand il a sorti son manuscrit, et de la prison, les frères du FLN ont transmis le document à des membres du réseau Janson, et c'est du membre du réseau Janson qui m'ont amené interrogé. Et donc, les liens étaient constants. Et vous dire ensuite, après, a été très proche aussi des membres du réseau lorsqu'il est sorti de prison. Il était proche, il était en contact avec eux. Et il y avait cette symbiose dans le travail militant. Il fallait les résistiens sortaient
prisonniers, les faisait passer la frontière, mais aussi il faisait passer les manuscrits, les textes, pour que ceux-ci soient publiés. Et ça a été le cas des 2 pièces de Mohamed Boudia. C'est par les réseaux de soutien, les réseaux que j'ai reçus manuscrits, avant de connaître Boudia, qui est venu ensuite, et ce fut la grande joie de le rencontrer. Alors, en termes de vision anticolonialiste, je sais que vous partagez pratiquement la lutte à l'époque contre l'impérialisme et contre le colonialisme, donc notamment pendant les années 60 et le début des années 70. Bien sûr. L'anticolonialisme, je pense que c'est une période forte d'anticolonialisme. Il y a eu, ça n'a pas été un mouvement de masse, hein, Ouais. soyons clairs. Les anticolonialistes conséquents n'ont pas été la majorité, loin de là, ils ont été une petite minorité, mais ils ont été une minorité active, ils ont été les frères des frères, ils ont été très proches des Algériens, ils ont aidé pour loger, pour transporter en voiture, pour voyager, pour passer les frontières, pour imprimer, pour des tas de tâches. Et ces liens ont été des liens exceptionnels de fraternité. Et donc, Boudia était, on voit les images justement de Mourpiane, Ouais. cet attentat de Mourpiane, cette opération Mourpiane Ouais. a été une opération majeure des Algériens en France, comme ils ont mené, parce qu'elle a été une réussite absolue. Et ceux qui ont participé à cette opération, dont Mohamed Boudia, qui était un membre à l'intérieur, ont affronté la justice avec un grand courage. Voilà, Mohamed Karim Aswan, pour revenir donc à l'engagement de Mohamed Boudia à partir du début des années 50. Alors, comment il se retrouve en France? Et puis, En France, il a été rappelé au soi-disant service national 1950. en 1950, Oui. donc il est resté jusqu'à 51, je pense. Et c'était dans la région de Dijon, donc dans une des unités militaires. Donc c'était là son service militaire obligatoire. Mais là, attention, on est de 1950-51, c'est aussi l'immigration, et donc c'est le mouvement ouvrier algérien aussi, Ouais, ouais. n'est-ce pas? Donc certainement, on n'a pas assez de données précises sur cette période de 50-51 de Mohamed Boudia dans la région, mais il y a quand même, la France était en pleine ébullition sur le plan mouvement social et lutte de classe, comme dirait l'autre. À la même période où il s'est installé pour des raisons donc, sociales et autres, en France, après son service militaire, il faudrait ajouter aussi une autre donne, c'est que dans la même région, il y avait un mouvement autour de la jeunesse démocratique, donc, du côté de la gauche française de l'époque, par le Parti communiste et autres. Donc il y avait ce mouvement de la jeunesse démocratique dont Mohamed Boudia s'est imprégné aussi. Ouais. Voilà, donc c'était une délégation qui partait même à Prague à cette époque pour un festival international de la jeunesse démocratique. Donc c'est dans ce climat justement de militantisme, etc., plus c'est un premier contact avec la fameuse fédération du MTLD-PPA en France, qui était composée la plupart de jeunes militants qui vont devenir par la suite les grands responsables de la Fédération de France du FLN. Du FLN, et la Fédération de France, il va militer donc au sud de la France. Il va faire partie, je pense que, donc, de l'organisation spéciale du FLN en France. Je pense, et M. Niels Anderson pourrait me corriger, je pense que le premier contact avec la révolution algérienne, avec la fédération, c'était en 56, 57 plus précisément, à partir de Paris. Donc et c'est à partir de là où Mohamed Boudia a été choisi comme un élément justement
disons, de l'aile militaire spéciale, de l'OS, l'organisation spéciale de la Fédération de France, c'est-à-dire le bras armé de la Fédération de France. Et à partir de là, c'est toute une aventure qui commence pour le jeune Mohamed Boudia. Alors une aventure qui commence, mais comme vient de le dire Niels Anderson, elle sera couronnée par cette action spectaculaire de Mourpiane, le 25 août 1958. Où ils seront arrêtés selon les Haroun, donc les documents qui existent. Ils étaient 14 personnes, dont 4 militantes femmes. Ils seront incarcérés et jugés dans un tribunal militaire, dans une caserne. Ouais. Voilà la démocratie française, entre guillemets, de l'époque. Alors, le procès était un procès spectaculaire parce que le collectif des avocats du FLN avait donc plaidé la rupture dans cette affaire. La justice française, la justice expéditive, disons, ouais. De la métropole, ils ont toujours, c'était le mot d'ordre donc de la révolution algérienne pour les prisonniers, c'était de se considérer toujours comme des prisonniers politiques. Voilà, donc ayant des droits assez spécifiques, et il est considéré non. L'administration coloniale, au contraire, elle les a tout simplement mis parmi les droits communs. Malgré ça, Mohamed Boudia, sur un autre plan, à l'intérieur des prisons, va utiliser justement ces éléments de droit commun, la plupart étaient des Algériens. Alors, d'après des témoignages, c'est des documents des témoignages, c'est-à-dire des documents inscrits par son avocate. Il avait une dame d'ailleurs, une grande militante de la cause algérienne, une avocate. Et par l'intermédiaire de sa vie, nous savons aujourd'hui qu'il préparait des activités artistiques, dont par exemple la pièce de Molière, qui était rédigée dans la langue algérienne, le parler algérien des prisonniers. Et il se trouve que même le décor, surtout dans les Baumettes et dans une autre prison aussi, française, eh ben, c'était les prisonniers de droit commun qui préparaient le décor, sous, bien sûr, la houlette de Mohamed Boudia. Donc, Mohamed Boudia faisait un travail de masse à l'intérieur de la prison. Donc, il unifiait, pour la même cause, les militants politiques et les prisonniers dits de droit commun. Donc, il va poursuivre la lutte à l'intérieur même de la prison. Un travail de prise de conscience, un travail de contact avec la masse prisonnière, disons, un travail d'éducation. Il faisait même des lectures pour les prisonniers, pour ceux qui étaient analphabètes pour la plupart. Il leur lisait donc les informations qui étaient dans les quelques journaux que l'administration pénitentiaire permettait à Mohamed Boudia de lire. Donc, il discutait. Et ils s'organisaient aussi pour de leur vie quotidienne, les questions de tabac, questions de sucre, etc. etc. Karim Asman, je vous propose d'écouter justement un témoignage d'un prisonnier, un moudjahid de la Fédération de France du FLN, qui a eu à jouer dans les pièces de Mohamed Boudia, qui étaient mises en scène justement à l'intérieur de la prison. Donc je vous invite à découvrir ce témoignage de Allawa Darsi, un ancien moudjahid de la Fédération de France du FLN. Boudia, je l'ai connu à Tefchoun. Il venait des Baumettes. C'était le bon vivant, le rigolo, ça. Et puis, un beau jour, allez, moi j'étais responsable de l'organisation. Nous allons faire une pièce de théâtre. D'accord. Déjà, il appelait Ma'ata, Allah yarhamou, Mohamed Ma'ata, qui a joué le rôle principal.
moi, il m'a donné le rôle du père de Claude de Chimène, si je ne me trompe pas. Le bourgeois gentilhomme. Et il m'a donné, moi, je jouais le rôle en arabe classique. Et quand je l'ai écrit en français, à telle enseigne que les gars, juste après, ils sont venus me voir, tu nous apprends d'arabe, que j'ai écrit en français. Bouddha, des gens étaient étonnés, ils nous prenaient pour des sauvages, et ils voient une pièce extraordinaire, Bouddha qui tout ça. Et après cela, non seulement, je crois qu'il est passé, il a pris l'opéra de la direction, mais très peu de temps. Le théâtre, aucun de nous n'était comédien. Et il nous a pris chacun son rôle, et il nous expliquait ce qu'il fallait faire, et c'était tout naturel. Il nous orientait un peu, mais il laissait chacun faire à sa manière. Il ne voulait pas nous serrer. C'était large. Lorsqu'il y a un petit truc là, il nous conseille, il est préférable, par exemple, de prononcer cette phrase de telle façon et pas d'une autre, un peu plus fort, plus intime. C'était extraordinaire. Et après, il a été en France et il a été assassiné pour le Mossad. Il luttait pour la Palestine. Il a créé une organisation pour la Palestine. C'était un homme extraordinaire. Allah yaj'alu min ahli al-jannah, Inch'Allah. Voilà, c'était là donc un témoignage de Alaouad Darsi, ancien moudjahid et ancien membre de la Fédération de France du FLN. Il évoquait sa rencontre avec Mohamed Boudia en prison. Mohamed Karim Aswan, Alaouad Darsi parle de le dynamisme de Mohamed Boudia qui était d'un homme infatigable en fait. D'un homme infatigable, d'un homme pour un autodidacte, disons. C'est aussi un homme qui est doté d'une intelligence. Il n'y a qu'à suivre certaines images qu'on a, et ce fameux reportage qui a été fait par une télévision française autour justement de l'immigration, le présentant justement en 72, je pense, le présentant comme le militant responsable du FLN à Paris. Dans ce regard furtif, alerte, nous pourrons déceler cette intelligence de l'homme, n'est-ce pas? Un regard vif, une décision immédiate, mais réfléchie. Donc c'était une des grandes qualités de Mohamed Boudia. Les qualités du militant aussi. À cela, il faudrait que, pour revenir à cette opération de Mourpiane, moi je pourrais la lier justement avec une autre opération qui va survenir plus tard, la fameuse opération de 1972 à Trieste, en Italie, c'est-à-dire l'opération que la résistance, cette fois-ci, ce n'est pas le FPLP uniquement, mais toute la résistance palestinienne a décidé justement d'attaquer le fameux oléoduc de l'OTAN qui menait le pétrole et le kérosène pour l'aviation sioniste. Voilà. Il y a une certaine similitude. Surtout que sachant que Mohamed Boudia était présent à Trieste, en Italie, mais non pas en tant qu'artificier, parce que ce domaine le dépassait à cette époque, mais il a été désigné pour justement faire un petit peu le guide autour du terrain, donc étudier les terrains de la fameuse raffinerie donc, de Trieste. Et que la résistance palestinienne ait choisi Mohamed Boudia, ce n'est pas un pur hasard. Une telle opération ne peut être entamée, ne peut être faite ou réalisée que par quelqu'un qui a une expérience. Cette expérience,
c'est l'opération de Morpiante que la révolution algérienne a organisée. Et lui était un des éléments donc de... Alors, maintenant, pratique. ses rapports avec la Palestine, c'est vrai que très vite, il a commencé par des actions de solidarité en 1964 à Alger, lorsque il avait décidé donc, de mettre à la disposition du peuple palestinien les recettes des tournées, donc des troupes théâtrales en Algérie, n'est-ce pas? Déjà en 1954. Ce contexte-là, justement, oui. Il faudrait signaler que en 1963 déjà, oui. Les premiers dirigeants fondateurs du Fatah sont installés en Algérie. Oui. Je pense beaucoup à Boujihad, qui était en Algérie dès 1963 et qui était un simple enseignant d'arabe. Bon, c'était l'exigence de l'époque, disons, selon un plan sécuritaire, mais il était aussi le premier responsable du premier bureau du Fatah qui va être ouvert en 1964 à Alger. Donc, 63-64, Mohamed Boudia est dans l'arène culturelle algérienne. Oui. Il est dans la commission culturelle autour de Mourad Bourboun. Oui. Il est aux côtés de Moussa Kateb. En tant qu'administrateur du TNA. En tant qu'administrateur du TNA, Moussa Kateb, directeur. Il est aussi parmi en 62 déjà, un des éléments fondateurs de l'Union des écrivains algériens, oui. Autour de Moulid Ma'amri, Katib Yassine, Mohamed Dib, etc. Donc il était déjà dans ce bain-là. C'est, je pense, en 64 que le premier contact entre Mohamed Boudia et la cause palestinienne. Voilà. Donc avec tous les leaders, tous les militants et tous les premiers noyaux de l'armée de libération palestinienne que l'Algérie a accueilli dès ses premières heures de l'indépendance politique. Oui. Donc là, ils ont été formés par l'ANP, etc. Et je pense que c'est à partir de là où l'amour pour cette cause arabe. Après son retour en France à partir de 1965, là, il va poursuivre évidemment son travail dans le cadre du théâtre en France, mais il va intensifier ses contacts avec les militants de la cause palestinienne, notamment le FPLP. En 1966, le premier contact, d'abord, il est resté dans le cercle algérien. Voilà. Il est intéressant d'évoquer aussi un grand monsieur qui nous a quittés il y a quelques années, c'est Saad Absi. Oui. Saad Absi, qui était un membre de la Fédération aussi de France, un grand militant. C'est lui qui va d'ailleurs l'héberger pendant pratiquement 3 ans. 3 ans, et un monsieur qui avait aussi des contacts dans le fameux théâtre. Surtout dans le fameux mouvement des travailleurs arabes. Oui. Donc vous avez des cercles de militants syndicalistes tunisiens. Il ne faut pas oublier que même en Algérie, et ça il faut le noter, je pense qu'il est important. Ben Barka, lorsqu'il était à Alger, début des années 60, Mohamed Boudia était carrément en contact avec lui, et donc il épousait un petit peu la cause des luttes démocratiques des peuples du Maroc. Saad Absi, c'est le contact en réalité entre le cercle palestinien, Moyen-Oriental, Proche-Orient, et Mohamed Boudia. Et donc là, vous avez tout un panel autour de la représentation de l'OLP, non officielle, mais clandestine, mais surtout à travers l'Union de la jeunesse, l'Union nationale des étudiants palestiniens, voilà, qui était informellement présent à Paris dans quelques universités. Et que fera Mohamed Boudia? La petite salle
pas l'actuel théâtre Boulogne-Billancourt, mais c'était juste à 200 mètres. Maintenant, elle a été transformée en commissariat de quartier, commissariat de police. Il avait une salle de 200 places et c'était là où il regroupait donc, toutes les bonnes volontés autour des questions d'émigration, de causes arabes, etc. Et c'est d'ailleurs dans cette salle que la troupe Nasr Ghiwane va naître, et c'est grâce à ça, et même Nasr Ghiwane le reconnaissent. Donc il va donner justement un nouveau souffle à la chanson engagée arabe de jeunesse. Hein. Donc il était sur tous les fronts. Alors, comment il va maintenant s'engager physiquement, moralement au sein du FPLP? Là, j'aimerais préciser une chose, c'est que tout ce qui est apparent comme document, comme ouvrage, comme truc, on nous présente Mohamed Boudia comme étant un mercenaire. Ouais, quelqu'un qui a été... C'est la propagande impérialiste. La propagande impérialiste, et ça continue à divers niveaux, etc. Alors que l'engagement et l'adhésion de Mohamed Boudia, il faut le préciser encore une fois, a commencé dans une Algérie indépendante, dès 1964. En 1966, donc, il y a tout un groupe de militants arabes, principalement libanais et palestiniens, etc. Mais j'insiste sur la question de ce que j'ai nommé dans mes travaux, une sorte d'organisation de Mohamed Boudia. Il y avait toujours ce groupe d'Algériens autour de lui, qu'ils soient des étudiants qui étaient en Syrie, par la suite persécutés par un régime, fuyant la Syrie, entrant au Liban, etc. Mohamed Boudia les prenait en contact, il les organisait, les structurait et il se mettait au service de cette cause palestinienne. Alors la cause palestinienne, c'est vrai que Mohamed Boudia est adhérent du Front populaire de libération de Palestine et notamment son organisation des opérations extérieures, dirigée par Wadi Haddad à cette époque. Mais la contribution effective, elle était une contribution d'un militant frontiste, unioniste. Donc il pouvait aider le Fatah et son organisation spéciale, la révolutionnaire, bien sûr. Mohamed Boudia était disponible. Mohamed Boudia était là pour donner justement à cette l'aide à toute forme de lutte palestinienne que la révolution, que les dirigeants révolutionnaires palestiniens en fait décidaient. Il faudrait aussi dire qu'en 1972, il était allé rendre visite justement au siège, non pas du FPLP, mais le siège de la revue L'Hadaf, l'organe central du FPLP. Et c'est là qu'il y a un témoignage d'un des rédacteurs de l'époque. Donc il avait rencontré déjà Hassan Kanafani avant son assassinat. C'est d'une. Et Bassam Abou Sharif, justement, qui était le lien entre Mohamed Boudia et l'organisation du Hakim Georges Habash. Ceci d'un côté. De l'autre, il s'imprégnait aussi de la réalité libanaise grâce à un autre militant, un militant nationaliste libanais, mais très proche du FPLP, c'est l'Ostad Shahid Khair Bak, qui était aussi un étudiant à cette époque, qui présentait à la Sorbonne sa thèse de doctorat en littérature sur justement la poésie moderne et Nazar Qabbani, etc. Donc c'était un jeune qui a été pris en charge, disons, au moins sur le plan contact, avec Mohamed Boudia. Donc automatiquement, les discussions se faisaient de ce qui se passait
comme, comme lutte donc, au Proche et au Moyen-Orient. Ceci de deux. Autre chose sur laquelle il faut insister, c'est que Mohamed Boudia était dans une structure. Donc ce n'est pas quelqu'un qui prenait des initiatives individuelles. Cette structure, elle est reconnue par l'organisation politico-militaire. Donc les opérations, on a l'impression quand on lit certains écrits, que les opérations extérieures ne dépendaient pas de la direction la direction du comité central et du bureau politique du Front populaire. Bien au contraire, c'est un organisme qui subsiste jusqu'à aujourd'hui, qui a été transformé par les différents congrès du FPLP. Il est devenu maintenant les relations extérieures et internationales. Et à cette époque, c'était l'exigence de la chose. On a même toute une littérature. Parce que le FPLP, on a l'impression que le FPLP, c'est les détournements d'avions, c'est les attentats à l'étranger, etc. Mais il y avait des luttes, des opérations dans l'ensemble du territoire palestinien, aux côtés justement du Fatah, du Front de libération de Palestine et des autres organisations que nous connaissons aujourd'hui. Alors, son rapport avec Septembre Noir. Je vous ai dit, l'homme était comme tout Algérien. Nous avons cette sensibilité d'être d'abord, quand il est question de libération, de lutte démocratique ou autre, nous essayons toujours de mettre en premier lieu l'esprit frontiste. Voilà. Unissez-vous, nous sommes là. Essayez de vous regrouper, nous vous aidons à vous regrouper, etc. Donc automatiquement, pour lui, Mohamed Boudia, avec l'expérience révolutionnaire du Front de libération nationale, du Front de libération historique national, bien sûr, il était automatiquement quelqu'un qui était ouvert à toute la révolution palestinienne, qu'il considérait en un seul bloc uni. Donc il ne faisait pas la différence entre le Fatah ou le FPLP ou plus tard le FDLP, etc. Au contraire, c'était quelqu'un qui avait une assise, qui avait une présence dans le milieu artistique en France, et les documents de gestion justement au niveau du TAP le démontrent. Donc c'était quelqu'un qui avait beaucoup de relations avec les ouvriers algériens, l'immigration algérienne, pas uniquement à Boulogne-Billancourt, mais dans l'ensemble du territoire de l'Île-de-France, etc. Donc il était un monsieur que la révolution palestinienne écoutait. Alors on revient maintenant à son assassinat. Nous savons qu'il a été donc assassiné par le Mossad, et certains évoquent également la complicité de certains services français. Qu'en est-il exactement, Karim? Les archives qui sont ouvertes, les archives donc de la police parisienne du Quai d'Orsay, c'est peut-être là où on va découvrir certaines complicités entre le service sioniste, qui avait un mode opératoire bien particulier à lui. N'oublions pas que Mohamed Boudia a été surveillé pendant plusieurs mois avant son assassinat. J'ai un témoignage disant que le service sioniste ignorait l'existence même il le considérait comme un des responsables donc, européens, entre guillemets, de la résistance palestinienne et spécialement du FPLP. Le jour, peut-être, l'incident, disons, ce n'était pas une erreur, où Saad Absi allait renouveler la résidence de Mohamed Boudia auprès d'un commissariat. C'était lui qui était chargé, c'est son ami
Donc, il est parti, donc c'est à partir de là où le nom et la photo, le visage, De Mohamed Boudia. bon, on a créé un mythe, disons, l'homme aux 1000 visages, etc. Mais la photo existait déjà. Les services sionistes avaient tout un panel d'informations sur l'homme. Mais c'est là où l'identité a été donc divulguée. S'il n'y avait pas de collaboration entre la police, une certaine police française, disons. Pourquoi l'enquête a été bâclée? Parce que c'était une enquête formelle qui a été menée. Après, Là, il serait intéressant d'interroger les archives et certainement bâcler sur décision de haut lieu. Oui. Je pense beaucoup plus au ministère de l'Intérieur de l'époque. Le commissaire qui était chargé de l'enquête m'a-t-on rappelé il y a quelques années qu'il était un ancien policier de pied noir d'Algérie, pied noir fasciste même, d'Algérie, qui s'est retrouvé fonctionnaire du commissariat de l'époque. Donc, la collaboration étroite entre la France, la police française, les éléments sécuritaires français et les services sionistes entrent dans un cadre bien particulier. Nous sommes dans les années 60, début des années 70, où la coopération déjà militaire et même nucléaire entre la France et l'entité sioniste est apparente et connue. il se savait menacé, Karim. Oui, un témoignage de feu Saad Absi le confirme, il le disait qu'il était, d'ailleurs, pas uniquement, il y avait aussi le grand sociologue, anthropologue Widar Naquet, qui était aussi un ami du cercle de Mohamed Boudia, l'avait averti aussi, attention, nous avons, nous les militants, militants donc, progressistes, nous avons des informations disant que il y a une surveillance accrue et tu seras la prochaine cible après, bien sûr, d'autres attentats comme le Hemcheri et le responsable de l'OLP, aussi un grand militant qui a été assassiné à Rome. Donc il y avait ce qu'ils appellent la liste Golda Meir. Donc c'était donc Mohamed Absi qui justement était très proche de Mohamed Boudia. Il avait dit justement Mohamed, il faut faire attention. Donc tout le monde, tous les camarades, tous les amis, semblent dire qu'il y a une menace qui pèse sur ton existence. Il nous reste quelques minutes. Un mot sur l'œuvre, notamment l'œuvre théâtrale, les nouvelles, des articles de journaux. C'est une œuvre plurielle. Pluriel, il y a encore d'autres textes inédits que j'espère que, encore une fois, Rachid prend acte, qu'il est intéressant de publier. Pour revenir à l'évocation justement de l'édition faite par Neil Sanderson sur Naissance et comment le texte est parvenu par la voie militante. C'est vrai que cette pièce, enfin ces deux textes, le texte Naissance et l'Olivier. Et l'Olivier forment sur un plan artistique en fait un même sédiment, c'est celui de la lutte du peuple algérien. Naissance au pluriel, les naissances donc, évoquent la guérilla et la lutte de révolutionnaires anticolonialistes dans la ville, et spécialement la Casbah, donc la lutte urbaine. L'Olivier, c'est justement la lutte dans la campagne. Dans la campagne, un petit texte qui assemble en fait des éléments assez intéressants. Nous avons l'ancien combattant de la Deuxième Guerre mondiale, nous avons un ancien combattant de la Première Guerre mondiale, et un indice important aussi, nous avons la petite sœur de Mohamed Boudia, qui est morte à l'âge de 10 ans, qui est décédée à l'âge de 10 ans pour des raisons de santé. Il y a de la biographie, oui.
mais il y a des éléments culturels aussi dans ces deux pièces. Dans sa nouvelle aussi, il y a une autre nouvelle où l'enfant il est au centre, donc comment les enfants étaient victimes donc justement de l'ordre colonial. Nous avons deux enfants, hein, Oui. Qu'on retrouve dans les nouvelles. Dans les nouvelles. Pourquoi? Parce que c'est un vécu, Ouais. certes. Lui-même déjà a été victime Oui. en tant qu'enfant. En tant qu'enfant, mais aussi il y avait ce phénomène de la colonisation. C'est qu'il y a eu, entre 1954 jusqu'à 1962, encore quelques millions d'enfants non scolarisés et les font des rues. Donc c'est un phénomène terrible. Donc, cette réalité-là, il l'a transposée dans un texte littéraire, en vue justement de marquer toute l'importance que l'avenir, ce sont ces enfants-là. Ces enfants-là, qui sont nés donc dans un contexte colonial assez décadent. Et il était à l'écoute justement de ce qui se passait dans le tiers-monde. C'est ça c'est aussi ça, Mohamed Boudia. Effectivement, on m'avait dit que Mohamed Boudia est passé dans le bureau justement d'Alger ce soir à discuter avec Che Guevara pendant 2h30. Et je ne pense pas dans ces 2h30, il y a eu uniquement des échanges de blagues ou d'anecdotes. C'était en fait une discussion entre deux grands militants qui faisaient le tour de la situation révolutionnaire mondiale et les besoins justement de cette fameuse du projet culturel auquel tenait Mohamed Boudia, c'est la culture populaire algérienne, voilà. Qui revenait presque tout dans ces articles. Il serait intéressant de prendre en charge aussi les quelques numéros qui risquent de disparaître de son journal du soir. Ouais. Alger ce soir, c'était en réponse à François d'ailleurs, de l'époque, là où on voit carrément tout le mouvement culturel algérien. Avec Bourboun. Les interviews de Haj Al-Anqar, les interviews exclusives de Hassan Hassani, Boubakr Allah Yarhamou, qui est un grand militant révolutionnaire aussi. Donc il y avait tous ces éléments-là sont en train de disparaître, qu'il faut récupérer, mais qu'il faut resituer l'homme dans le contexte de refondation de la pensée culturelle nationale et donc essayer de ramasser toutes ces choses qui tentent de disparaître. Voilà, je tiens à vous remercier vivement, Mohamed Karim Aswan, d'avoir donc accepté notre invitation. Je remercie Nils Anderson qu'on a perdu en cours de route et je remercie également Alaoua Darcé pour son témoignage. Je remercie enfin l'équipe technique qui m'a aidé à préparer cette émission. Excellente soirée et à bientôt.